Oui, je me retournerai, je reposerai la question aussi à Ronald Oefteringer, donc pour le CICR. Est-ce que ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire quand même cette émergence d'une certaine confessionnalisation au sein de l'espace humanitaire, pose des questions au CICR, par exemple, au niveau du recrutement des personnels, au niveau de vos façons d'aborder, de dialoguer avec, dans les situations locales avec les acteurs locaux? Je crois, ça, Parlez bien en face, s'il vous plaît. Merci. Ça, ce qui nous impose, ou ça, ce qui nous inspire aussi à adapter nos approches et aussi nos fonctionnements, à mettre l'accent, par exemple, sur la diversité de nos ressources humaines, c'est toute une série de défis, et pas seulement l'émergence d'un humanitaire confessionnel ou la renaissance de la religiosité. Il y a toute une série de questions, mais je crois sur certains points, on revient. Je crois, dans des grandes études sur l'avenir de l'entreprise humanitaire, on parle de certains phénomènes. On parle d'une crise de l'universalité. Donc, ça, ce que moi j'ai mentionné, la grande crise de la grande confrontation, la première décennie des 2000, l'émergence aussi des autres parties du monde, ça nous a amené un peu à un questionnement sur ça, ce que nous, on considère universel, mais ce qui trouve un certain rejet, et pas seulement dans les cercles djihadistes, islamistes. Hein, c'est sur certaines questions, par exemple la double morale ou le double standard dans le système international, regardant autour de la question de la Palestine, etc. Je crois que dans le Global South, il y a un grand consensus que le système international fonctionne avec des exceptions et certaines règles ne sont pas appliquées sur les pays de l'Occident comme ils sont appliqués sur les pays du Sud global. Mais je crois que les questions d'une diversité de nos équipes et avec ça d'intégrer des différentes perspectives aussi, de comprendre les contextes, de voir le monde et voir des situations concrètes d'une autre perspective, pas seulement d'une perspective de Genève, d'une perspective de Bangkok, de Bamako, de Jakarta. C'est très important à intégrer et ça nous donne aussi des autres solutions dans nos approches. Alors, on a ce questionnement sur l'universalité, on a découvert dans des études que nous-mêmes nous avons fait, les autres ils ont aussi fait, le grand valeur et la grande efficacité des organisations de base là où les situations et les crises se développent. On a vu ça par exemple en Libye en 2011, les premières qui ont agi quand le conflit, ou d'abord les événements et après le conflit en Libye a commencé, c'était des réseaux de la diaspora libyenne, des organisations qui sont organisées au niveau vraiment des grassroots, pouvoir se connecter avec ces grassroots, avec la base de l'action humanitaire. Je crois que ça c'est très important et ça c'est aussi très important pour nous. Et aussi s'engager dans un vrai dialogue pour éviter qu'on soit perçu comme une organisation ou comme une action humanitaire qui impose certaines valeurs ou certains concepts. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que nous, on a fait depuis 15 ans. On s'est engagé dans un dialogue avec les oulémas, les savants musulmans, dans différentes parties du monde musulman, autour du droit humanitaire, pas pour prêcher le droit humanitaire, mais pour travailler ensemble sur les bases communes du droit humanitaire dans la jurisprudence islamique. Et il faut aussi reconnaître que la jurisprudence islamique a des sources très riches comme ça. L'islam a vraiment développé des règles, pas seulement d'un droit des nations, mais aussi d'un droit des conflits relativement tôt quand on fait la comparaison avec l'Europe. Et ça, là, il y a une grande conscience et il y a aussi une grande fierté de ça dans le monde musulman, au niveau académique, mais aussi au niveau populaire. Et ça, c'est une bonne base pour créer cette base commune pour éviter des divergences sur
ça et finalement arriver à une acceptation universelle du droit humanitaire. Merci. Donc vous faites la transition toute naturelle pour Mohamed Al-Midani. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Et je pense que le défi majeur de la communauté internationale aujourd'hui, c'est la question de la universalité. Alors je vais donner quelques exemples. Bien sûr, le moins grave, c'est le droit international humanitaire, parce que dans la jurisprudence islamique, dans les écrits des ulémas et de savants, et j'ai dit tout à l'heure qu'on a déjà commencé à parler de ça avant de parler des droits de l'homme. Je vais donner deux exemples pour parler aussi de ce qui a été dit à propos de 2 poids, 2 mesures concernant les pays du tiers-monde. Alors, premièrement, on a cité la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le monde le sait que pas très loin d'ici, au Palais Chaillot, on a voté cette déclaration le 10 décembre 1948. Il y avait 8 États seulement, 8 États qui n'ont pas voté cette déclaration. 8 États. Tous les États bloc communiste, plus l'Afrique du Sud et plus l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était le seul État arabo-musulman qui n'a pas voté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi? Il y a des raisons. On n'a pas le temps de développer ça. Le Yémen, un autre pays islamique qui a participé à la préparation de cette déclaration, n'a pas voté aussi parce que le représentant n'était pas présent au Palais Chaillot le soir du 10 décembre 1948. Question de universalité. Moi aussi, je voudrais donner cet exemple. Je donne cet exemple à mes étudiants de droit international chaque fois que je parle de la universalité du droit international. Vous connaissez tous la Charte des Nations Unies, le statut de la Cour internationale de justice. Vous permettez que je cite seulement le paragraphe C de l'article 3, alinéa C de la paragraphe 1 de l'article 38 de ce statut. Alors, la Cour statut concernant le conflit, d'après quoi? D'après les conventions internationales, d'après la coutume internationale, et maintenant, s'il vous plaît, d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Jusqu'à aujourd'hui, dans la Charte des Nations Unies, on parle de nations civilisées et nations non civilisées. Qui sont les nations non civilisées? Ils n'ont pas voté. À un moment donné, l'Empire ottoman n'était pas parmi les nations civilisées. Pourquoi? Parce que c'est le même statut de la Cour permanente internationale de justice qui a été créée après la Première Guerre mondiale à l'époque de Société des Nations. On a repris ce statut du début du siècle pour être le statut de l'actuelle Cour internationale de justice. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler avec l'ancien président de la Cour, le professeur Mohamed Bidjawi à Marrakech au Maroc, pour lui dire: vous étiez le président de la Cour et vous avez accepté de juger et de trancher des affaires en se basant sur les principes généraux de nations, civilisation seulement, nations civilisées. Mais qui sont les nations qui ne sont pas civilisées aujourd'hui? Alors, si les gens de pays de tiers-monde, les États islamiques, les États arabes regardent ce statut, ils posent la question. Et après, on pose la question de la universalité des normes internationales, la universalité des droits de l'homme et l'universalité des principes de droit international humanitaire. C'est pour ça, pour moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème pour moi quand on parle de l'universalité des règles de droit international humanitaire et de droits de l'homme aussi. Je suis un grand défenseur des droits de l'homme. Mais il faut aussi qu'on pose la question pour savoir, on a dit tout à l'heure que la laïcité, c'est une exception aux spécificités françaises. Est-ce qu'on accepte les autres spécificités aussi? Africaines, arabes, islamiques, asiatiques ou non? Voilà. C'est une question qui vous est posée, Rachid.